Hello mes amours, aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'un de mes nouveaux concepts, un épisode True Crime. Et aujourd'hui on va parler du cas de Sherry Rasmussen. Mais déjà avant de commencer la vidéo, aujourd'hui je dis hello mes amours parce que la dernière fois je l'ai pas dit, vous m'avez engueulé. Et j'ai fait un petit décor, la dernière fois que j'avais filmé j'avais fait un décor. Enfin j'avais pas vraiment fait de décor en fait, j'avais filmé à la lumière du jour. Il y a des gens qui m'ont dit de mettre une musique de fond, il y a des gens qui m'ont dit de pas en mettre, donc je n'ai pas mis de musique de fond aujourd'hui. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en mette une un petit peu dans le thème, ou si vous voulez que je continue à ne pas en mettre. Donc dites-moi en commentaire, j'écouterai vos avis. En tout cas j'ai fait un petit décor derrière et tout, j'espère que vous aimez bien. Voilà, je ne vais pas blablater pendant 10 ans. Je pense que si vous avez cliqué c'est pour entendre parler de l'affaire, donc on va en parler direct. J'ai fait des jours et des jours de recherche, j'ai écrit des pages et des pages, donc je connais littéralement l'affaire sur le bout des doigts. Je vais essayer de vous la raconter au mieux possible et honorer au maximum la mémoire des victimes. Et c'est parti, n'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager, mets-moi un petit commentaire pour discuter de l'affaire avec moi. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos théories, vos avis, etc. Si t'as encore d'autres conseils pour que j'améliore mes vidéos, dis-moi en commentaire, abonne-toi à ma chaîne, mais la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti. Aujourd'hui on va parler de l'affaire de Sherry Rasmussen et vous avez été aussi nombreux à me dire, donc dans ma première vidéo de True Crime, que vous aimeriez voir plus de vidéos, de photos, etc. Donc je vais vous traduire pas mal de vidéos, d'extraits, d'interviews aux États-Unis en rapport avec l'affaire. Je vais vous les traduire, comme ça pourrait être sympa et ça pourra rajouter un petit peu à ma vidéo puisque c'est ce qui vous manquait un petit peu. Let's go, c'est parti pour que je vous raconte tout ça parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à raconter. Sherry Rasmussen, c'est vraiment une très jolie jeune femme qui est née le 7 février 1957 à Walla Walla, Washington. Mais elle va pas vraiment rester à Washington. Elle grandit à Tucson, je sais pas si on dit Tucson ou Tucson, dans l'Arizona avec ses frères et sœurs. Et elle a vraiment une famille super unie. D'ailleurs son père c'est vraiment son confident et son meilleur ami à travers les années quand elle va grandir. Il s'appelle vraiment tous les jours. Elle est décrite par ses amis et par sa famille comme une fille très gentille, très douce, une vraie bosseuse, très intelligente et pour les gens autour d'elle, elle paraît vraiment heureuse. Tout a l'air de bien aller en tout cas à ce moment là dans sa vie. Après le lycée, elle est prise à la fac de La Sierra en Californie en 1973 à seulement 16 ans. Elle est un peu inspirée par sa sœur et elle veut faire des études en tout ce qui est médecine parce que sa sœur est infirmière. Donc elle est pas mal inspirée pour ça, pour ses études. D'ailleurs c'est une vraie bosseuse parce que à côté de ses études elle travaille énormément à l'hôpital, donc elle est assez fatiguée tous les jours. À 23 ans elle est diplômée en tant qu'infirmière spécialisée en cardiologie, donc ses efforts ont payé. Pour fêter ça, son père lui prend une sorte d'appartement dans un... Alors comment expliquer ça? Dans une gated community. Alors je ne pense pas qu'on ait ça en France. Peut-être que si, mais je vais vous expliquer. Beaucoup de célébrités aux États-Unis comme Kim Kardashian par exemple ou ses sœurs vivent dans des gated community. En gros c'est des sortes de villes, enfin petites villes, on va dire petites rues sécurisées où pour rentrer dans ces rues il faut avoir un pass ou que, enfin il faut... tout le monde ne peut pas rentrer en gros, donc c'est vraiment un truc hyper sécurisé. Donc son père lui prend un appartement là, c'est lui qui le paye. Et elle va prendre une... Comment on dit déjà en français? La meuf qui fait trop l'américaine. Colocataire qui sera l'une de ses meilleures amies de l'école. En tout cas, un truc qu'il faut retenir, c'est que l'appartement, il est super sécure. Genre vraiment. Pour rentrer dans la rue, faut être invité. Donc c'est pour te dire au point où il est sécure. Tu peux même pas aller à la porte. D'ailleurs, comme je vous disais, Sherry c'est une vraie bosseuse. Parce que même si son père lui prend l'appart, elle insiste, elle veut lui payer un loyer. Donc elle travaille pour tous les mois lui payer le loyer sur l'appartement. Très jeune, elle a une carrière vraiment incroyable. Elle se débrouille super bien. Et en 1984, c'est là où sa vie va totalement changer. Puisqu'elle rencontre John Rutten lors d'une soirée que une de ses amies avait organisée. Enfin, ils avaient des amis en commun. Et lorsqu'il la voit, c'est un coup de foudre pour lui. Il demandera son numéro, enfin, à des amis autour. Et il lui enverra ensuite des messages. Et ils vont très vite parler ensemble. Mais voilà, pour lui c'est le coup de cœur. En plus Sherry elle est vraiment très grande en taille. C'est une très belle femme qu'on remarque. John il est très beau, il est charmant, c'est un ingénieur diplômé, donc il a tout pour plaire. Il se voit très rapidement et tombe directement
amoureux, ils se fiancent. Du coup la meilleure amie de Sherry part de l'appartement pour laisser la place à John qui emménage avec sa chérie. Chérie pour pas faire de jeu de mots. Donc Sherry et John se marient en 1985 et ils partent en nuit de noces, en lune de miel plutôt, en Jamaïque. C'est vraiment ma lune de miel de rêve, mais en tout cas j'adore. Maintenant que je vous ai parlé de qui était Sherry et de tous les personnages un petit peu de sa vie et de son histoire, maintenant on va passer directement à l'affaire et le jour du meurtre de Sherry. John et Sherry se lèvent à 7 h et pas longtemps avant, John a eu un changement dans son emploi du temps. Du coup maintenant il commence toujours avant Sherry, donc lui il part assez rapidement et il va laisser Sherry à la maison. Sherry, elle, ce jour-là, elle devait pas aller au travail. En gros, elle avait une sorte de présentation pour un projet et elle croyait pas vraiment au projet, donc elle se sentait pas d'aller au travail ce jour-là. Donc elle a appelé le travail pour dire qu'elle était malade, qu'elle s'était bloqué le dos au pilates, etc. Et ce jour-là, elle était censée rester à la maison. John appelle Sherry à 10 h du matin pour voir un petit peu comment elle va, ce qu'elle fait de sa journée, et il n'y a pas de réponse. Et c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait Sherry et John ils ont une sorte de système de messagerie. Alors je sais pas trop comment ça marche parce que c'est surtout aux États-Unis qu'ils ont ce genre de truc. Mais en gros tu peux recevoir des appels ou des messages directement dans la maison. Mais en tout cas ce truc là il était éteint alors que généralement Sherry elle le laisse tout le temps allumé. Donc c'était assez étrange et elle répondait pas au téléphone. Donc John, on va dire 30 minutes après avoir essayé de l'appeler pas mal de fois, il va appeler le travail. Le travail pareil, ils vont dire qu'ils n'ont pas de nouvelles d'elle, mais c'était pas non plus étonnant parce que ce jour-là elle n'était pas censée être au travail, donc jusque là c'est pas spécialement étonnant on va dire. John continue sa journée quand même assez inquiet et il va quitter du travail à 5 h et il va arriver chez lui et Sherry à 6 h. Et quand il arrive, il remarque directement que ce qui est assez bizarre, c'est que le garage est ouvert alors qu'il est généralement fermé. D'ailleurs les voisins qui font de la marche tous les matins diront que quand ils sont passés c'était fermé et quand ils sont repassés c'était ouvert. D'ailleurs la voiture de Sherry n'est pas là et il y a du verre un petit peu partout sur le trottoir, comme si on avait cassé la fenêtre du côté de l'intérieur. En rentrant dans l'appartement, John découvrira sa femme Sherry au sol, malheureusement déjà morte. À vrai dire, au moment où il l'a trouvée, elle était déjà là depuis un petit moment, au point où elle s'était un petit peu raidie, ses pieds touchaient plus vraiment le sol. Enfin, il a quand même essayé de la sauver, mais c'était trop tard. Elle était en pyjama sur le dos et ça se voyait vraiment qu'elle s'était battue. Elle avait le visage gonflé, elle avait des traces de morsures, enfin ça se voyait qu'elle avait eu une vraie bagarre. D'ailleurs ses ongles étaient arrachés, il y a vraiment eu une énorme bagarre. Ça se voit qu'elle s'est pas laissée faire en tout cas. Elle avait plein de lacérations et elle était froide, donc John, même s'il essaye de la sauver, il va appeler 911 et rapidement les urgences vont venir récupérer le corps de Sherry et rapidement ils vont récupérer de l'ADN, ils vont faire une petite enquête, faire des photos, etc. Pour la scène de crime. Sur les poignets de Sherry on retrouvera des lacérations comme si elle avait été attachée avec une corde au niveau des poignets et on retrouvera vers l'entrée de la corde. Elle avait une blessure à la tête, comme si on lui avait cassé un vase sur la tête. Et on a plus tard retrouvé le vase, donc on lui avait vraiment cassé un vase sur la tête. Donc elle avait une trace au niveau de la tête. On lui a tiré dans la poitrine 3 fois. Personnellement, à ce moment-là, moi, Maya, je me dis, on dirait que la personne qui l'a tuée la connaissait parce que pour la mordre, la frapper, qu'elle ait des lacérations partout, lui avoir tiré dessus 3 fois, on dirait que c'est un crime personnel, on dirait pas vraiment un cambriolage ou quoi. Mais la police ne va pas penser ça. La police va directement dire c'est un cambriolage, c'est sûr, affaire bouclée. D'ailleurs le plus triste c'est que même si Sherry et John vivaient dans un endroit très sécurisé, quelques semaines avant ils avaient installé un système de sécurité et Sherry a essayé d'appeler la sécurité. On a retrouvé du sang en fait sur le système qu'ils avaient installé. Ça a été sans succès, elle a pas réussi à appeler du secours. Ce qui est assez bizarre c'est qu'il n'y avait pas de signe d'entrée forcée. On dirait pas qu'on avait forcé les portes ou autre. Donc comme je vous ai dit, la police va dire directement c'est sûr et certain que ça ne peut être qu'un cambriolage. Alors ils étaient vraiment fermés d'esprit, ça ne pouvait être que ça. Puisque pas longtemps avant, à 5 minutes à pied de chez Sherry et John, il y a eu un cambriolage. Donc ils se sont dit que c'était la même affaire et ils cherchaient 2 hommes latinos parce que dans le premier cambriolage c'était 2 hommes latinos, donc c'est ce qu'ils cherchaient. Ils se sont dit c'est sûr c'est ça. Pourtant le coffre
de bijoux de Sherry n'a pas été volé alors qu'elle avait pas mal de bijoux de valeur. Le seul truc qui a été volé c'est le certificat de mariage, ce qui est assez bizarre, genre pourquoi tu voles un certificat de mariage, genre... La voiture elle a pas vraiment été volée parce qu'en fait on l'a retrouvée quelques jours après, elle était abandonnée. Il y avait plusieurs équipements stéréo qui étaient posés sur le sol comme si ils avaient prévu de le prendre mais qu'ils avaient oublié ou qu'ils avaient pas eu le temps. Tout ressemblait vraiment à un cambriolage à part juste peut-être le fait qu'ils aient laissé les bijoux et l'équipement stéréo. La police cherche soi-disant les deux latinos mais pour faire un petit peu, enfin pour travailler quand même un petit peu, et c'est ce qu'ils font un peu dans toutes les affaires. Ils vont chercher un petit peu John pour voir si John ne pourrait pas être coupable. On cherche toujours un petit peu les maris et les femmes, donc ils vont un petit peu interroger John et rapidement il va être innocenté parce qu'à ce moment là il a un alibi qui est dur comme fer. Il y a des gens qui peuvent prouver qu'il était pas chez lui au moment du meurtre. D'ailleurs 3 mois avant, pour son mariage avec Sherry, il lui offre une voiture. Quelques jours avant son meurtre il lui a offert 3 roses pour fêter leurs 3 années. Enfin on se dit tout allait bien, il aurait pas vraiment de raison de faire ça. Après le meurtre il démissionne et il part rapidement de Los Angeles. Les parents de Sherry eux ils vont être prévenus du meurtre, enfin du décès de Sherry à 1 h du matin. Et directement le père de Sherry, qui était un petit peu son confident, son meilleur ami, va directement dire cherchez sur l'ex-petite amie de John. Cherchez l'ex-petite amie de John. Il a pas le prénom, il sait pas c'est qui, mais il dit cherchez elle, c'est sûr il y a un truc avec elle. Le policier va quand même noter par respect une mini note dans l'affaire, mais vraiment une mini note dans l'affaire sur l'ex-petite amie de John. Et ensuite il va dire au père de Sherry arrêtez de regarder des films, non mais n'importe quoi, c'est juste un cambriolage. Faut vraiment réagir comme ça. Mais le père de Sherry lui il va pas abandonner l'affaire. Pour l'instant tout ce qu'on a c'est juste une petite note. Mais je vais vous parler un petit peu plus de Stéphanie Lazarus puisque c'est elle l'ex petite amie de John. Et vous allez voir que elle est spéciale, pour ne pas dire que c'est une tarée. Stéphanie Lazarus c'est une policière mais pas n'importe laquelle, elle est vraiment extrêmement bien placée dans la police. Elle gère le vol d'œuvres d'art, c'est un poste qui est vraiment pas mal médiatisé, donc elle naît en 1960, plus particulièrement le 4 mai 1960. Elle va rencontrer John à l'UCLA, donc pendant leurs études, c'est tous les deux des athlètes. Elle est dans l'équipe de basketball, lui aussi il fait du sport et ils vivent sur le même étage de la fac. Je crois que c'était le 10e ou le 11e étage, en tout cas ils sont tous au même étage et ils s'entendent tous bien, c'est un peu tous des potes. Stéphanie, elle, faut pas être aveugle pour ne pas voir qu'elle kiffe littéralement John. John lui va plus la considérer comme une pote avec qui il s'amuse, il part en voyage avec elle, des fois ils vont s'embrasser en soirée. Mais rien de plus, pour lui il s'amuse juste. Mais elle le kiffe, grave. Personne ne connaît vraiment la vraie nature de leur relation. Quand on demande à leurs potes, personne ne sait vraiment mettre de mots sur leur relation. C'est assez bizarre, c'est comme si c'était un couple mais des amis. Enfin c'était trop bizarre en fait. Après leurs études à la fac, ils couchent ensemble pour la première fois. Et ils deviennent un petit peu des amis avec des bénéfices, des sex friends. Même si Stéphanie c'est pas vraiment ce qu'elle recherche, elle veut plus. Mais John il lui donne pas vraiment plus, donc elle s'accroche qu'à ça. Stéphanie rentre dans la police et John et son petit frère vont l'aider à emménager. Pour les 25 ans de John, Stéphanie lui organise une birthday party. Et c'est un petit peu gênant parce qu'en fait elle sait pas que John est en couple, puisqu'à ce moment là il est en couple avec Sherry, il est même fiancé avec Sherry. Donc c'est un petit peu gênant que Stéphanie lui fasse un anniversaire surprise parce que genre pourquoi sa sex friend, du moins son ancienne sex friend j'espère, puisqu'à ce moment là il est avec Sherry, pourquoi elle lui organise son anniversaire surprise? Elle sait pas ça à ce moment là, donc c'est un peu chelou, mais bon John il la prend pas au sérieux. Stéphanie elle écrit beaucoup dans son journal intime, mais moi d'ailleurs j'adore les journaux intimes, mais en tout cas elle écrit beaucoup sur son désespoir par rapport à la situation avec John. Elle va aussi pas mal en parler à son colocataire. Et évidemment, vous vous en doutez, elle va finir par apprendre que John est fiancé et là elle va péter un câble, ça va littéralement être la fin du monde. À ce moment là elle appelle John en larmes, il l'a jamais vu comme ça. Elle lui dit faut absolument que tu viennes chez moi, faut absolument qu'on parle, viens tout de suite. Lui il est un petit peu chamboulé parce qu'il a jamais vu pleurer ni rien, donc il vient chez elle. Et elle lui déclare sa flamme, elle lui dit écoute John je t'aime, j'ai appris que t'étais fiancé, je peux pas te laisser faire ça, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Et lui il va lui dire non, genre non moi je suis bien avec Sherry, je veux me marier avec elle.
Et là Stéphanie va lui dire ok, mais alors couche une dernière fois avec moi. Et ce débile il va lui dire ok, et ils vont coucher ensemble alors que littéralement il est fiancé avec Sherry. En tout cas, même si John est un débile, passons. Un mois après, Stéphanie va au travail de Sherry. Elle s'habille vraiment provocante, des vêtements vraiment serrés, courts. Elle veut vraiment montrer son corps d'athlète quoi, et elle va au travail de Sherry. Et elle demande à lui parler, donc elles vont s'isoler. Et c'est là qu'elle lui dit écoute, moi je vais juste attendre que John et toi ça se termine et je serai là pour recoller les pièces, pour ramasser John. Et d'ailleurs elle lui avoue qu'ils ont couché ensemble. Avec la fin du monde pour Sherry, elle va passer sa journée à pleurer dans son bureau. Et ses collègues diront que quand ils l'ont vue sortir du bureau, elle avait vraiment les yeux rouges, ça se voyait qu'elle avait pleuré. D'ailleurs si on sait tout ça, c'est parce que Sherry elle racontait vraiment tout à son père. C'est pour ça que quand il y a eu le meurtre, son père a dit vous voyez l'ex-petite amie de John, parce qu'elle faisait quand même des trucs assez bizarres et littéralement ça c'est que le début, vous êtes pas prêts pour la suite. Sherry elle va confronter John, John il va tout avouer, il va lui dire s'il te plaît ne gâche pas tout ce qu'on a à cause de ça, mais mec c'est toi qui as tout gâché. Bref elle va lui pardonner, donc lui il va plus trop parler à Stéphanie, il va un peu la laisser tomber on va dire. Et il va se concentrer sur Sherry. Stéphanie elle va écrire une lettre à la mère de John pour lui dire son amour pour son fils et qu'elle comprend pas pourquoi il choisit Sherry et pas elle. Ouais, complètement tarée. Stéphanie va revenir encore une fois chez Sherry et John avec ses skis. Elle va demander à John de polir ses skis. Sherry va lui dire écoute, enfin elle va dire à son mari John, écoute John, là je trouve ça un petit peu déplacé, tu m'as trompé avec elle et là tu vas polir ses skis littéralement devant moi, genre quel manque de respect. Et lui il va pas avoir les cojones de dire non à Stéphanie, donc il va le faire. Et Stéphanie elle va rester vraiment longtemps chez Sherry et John, genre vraiment elle va s'éterniser. Et Sherry elle va dire à John écoute je pense que tu devrais lui demander de partir. Il aura toujours pas les cojones, donc c'est Sherry qui devra lui demander de partir. À ce moment là le truc archi bizarre c'est comme je vous disais, Sherry et John ils vivent dans une gated community. Pour rentrer faut être invité, faut avoir un pass, enfin tu vois n'importe qui ne rentre pas, donc comment elle fait pour toujours rentrer en fait. D'ailleurs encore plus bizarre, une semaine après Sherry va retrouver Stéphanie en plein milieu de son salon en tenue de policière et elle va lui dire mais qu'est-ce que tu fous dans mon salon. Et Stéphanie va lui dire bah écoute j'attends John. Sherry va littéralement la tèche de l'appart parce que c'est trop bizarre comment elle a pu se retrouver en plein milieu de l'appart alors que elle pensait avoir fermé à clé. Après elle s'est dit bon j'ai peut-être dû laisser ouvert, mais elle trouvait ça quand même trop bizarre. Et Sherry elle se sentait vraiment suivie à ce moment là. Par exemple à un moment elle va à un date avec John, ils vont dans une sorte de bar. Et elle a un eye contact avec comme une fille déguisée en garçon. Et elle avait l'impression que cette fille déguisée en garçon est en train de la suivre, comme si elle était suivie en fait. Elle avait cette impression à plusieurs moments. D'ailleurs toutes les semaines ils reçoivent des appels suspects de gens qui appellent et qui raccrochent. Un truc qu'il faut savoir c'est qu'aux États-Unis quand il y a une affaire comme ça ils ont ce qu'on appelle des chronos. Un chrono c'est une sorte de feuille qui est classée par l'ordre chronologique où on écrit un petit peu le déroulement de l'affaire, ce qu'on trouve au fur et à mesure de l'affaire, au fur et à mesure du temps. Et dans cette affaire, il y a 3 mois, donc les 3 premiers mois du chrono donc de l'affaire qui ont disparu. Donc il y a 3 mois d'enquête qui a servi à rien puisque ça a disparu. C'est super louche et bizarre, mais ça a noté en tout cas. À ce moment-là, la police est toujours à la recherche des 2 cambrioleurs alors que Sherry a des traces de morsures, des lacérations partout. On l'a attachée, elle s'est battue. On a toutes les preuves que la personne qui a tué Sherry la connaissait et avait une rancœur envers elle, mais la police ne veut rien entendre et on reste sur les cambrioleurs. En 1993, on a une grande avancée dans l'affaire puisque enfin le détective en charge de l'affaire prend sa retraite, donc on a un nouveau détective. C'est enfin l'occasion d'avoir de l'air frais dans cette affaire, de donner de la paix à la famille de Sherry. D'ailleurs dans les années 90 on a des avancées dans l'ADN qui nous permettent de résoudre de plus en plus d'affaires qui dataient d'il y a des années, donc on a encore plus d'espoir. La police dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour investir dans des tests ADN pour Sherry. Donc la famille de Sherry, son père notamment, va proposer lui-même de payer pour les tests ADN. Mais la police va refuser, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il refuse. Si vous ne détestiez pas encore John, préparez-vous à le détester encore plus. Puisque après le meurtre de sa femme, il va se remettre
en couple avec Stéphanie Lazarus, littéralement la femme qui a fait la misère à sa femme. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'avant de se remettre en couple avec elle, il va appeler la police et il va leur demander: est-ce que vous êtes sûr que Stéphanie elle a pas tué ma femme? Et la police va dire non. Mais tu te remets avec une meuf sur qui toi-même tu as des doutes. Ils finissent par perdre contact. Elle va se marier, elle va adopter un enfant. Et lui pareil, il va se marier de son côté. Mais je me dis, comment elle a fait pour passer à autre chose et perdre contact avec John? Il a vraiment dû se passer un truc dans sa tête pour qu'elle puisse enfin faire le deuil de cette relation, parce qu'elle avait l'air vraiment obsédée. Stéphanie, elle va monter vraiment en grade dans la police. Elle est énormément respectée dans la police. Elle va être élue détective de l'année 2 fois. À la fin des années 90, les tests ADN sont de mieux en mieux, on aide de plus en plus d'affaires. Et on ouvre une nouvelle unité avec un budget de 50 millions qui aide à tester l'ADN sur de anciennes affaires. C'est en 2004 que Jennifer Francis, une criminaliste, va tester l'ADN de Sherry. Au début, on retrouve que de l'ADN de Sherry, on retrouve de l'ADN de personne d'autre. Mais après, elle va se pencher sur la morsure et elle va essayer de tester l'ADN de la morsure. Mais on galère vraiment à retrouver cette preuve. C'est comme si elle avait été dissimulée, puisqu'on prend près de 6 heures à retrouver cette preuve. Comme si elle avait été un petit peu cachée et que c'était fait exprès. On finit par la retrouver dans un petit endroit un petit peu vraiment introuvable. Et on va analyser la trace de morsure que Sherry avait sur elle. En 2005, on teste l'ADN et on se rend compte que c'est l'ADN d'une femme qui a mordu Sherry. Mais on n'a aucun match. La police se dit: oh, ça doit sûrement être une cambrioleuse femme qui a mordu Sherry. La police veut vraiment rien entendre. Pour eux, c'est cambriolage ou rien. D'ailleurs, à un moment, je sais plus si c'était un membre de la famille de Sherry ou une collègue, mais en tout cas, on va appeler un détective et on va dire: mais à propos de l'autre femme là, vous avez été voir des pistes? Et le détective au bout du fil va directement dire: la policière, non, elle n'a rien à voir avec ça. Enfin, directement. Alors que de base, on parlait même pas de la policière. Donc, on a trouvé ça un petit peu suspect que quand on parle d'une femme dans l'affaire de Sherry, on pense directement à Stéphanie, donc la policière, enfin Stéphanie, l'ex de John quoi. Alors que littéralement il y a juste une mini note sur elle dans l'affaire. Alors pourquoi quand on parle d'une femme dans l'affaire, penser directement à elle? C'est étrange. Donc c'est là qu'on va se pencher un peu plus sur son cas. En 2009, on a un nouveau détective qui va faire du bien à l'affaire, Jim Nuttall. En gros, Jim, il a plein de vieilles affaires, de cold cases. Et en fait, lui, ce qui va l'intéresser dans l'affaire de Sherry, c'est que la morsure vient de l'ADN d'une femme. Donc lui, il se dit directement: ça c'est une histoire de... c'est pas une histoire de cambriolage. Ça, c'est une histoire de personnes qui se connaissaient. On va interroger et tester l'ADN de toutes les femmes qui sont un petit peu proches de Sherry, donc sa mère, sa sœur et même l'une de ses collègues avec qui Sherry avait eu des différends. On a attendu qu'elle jette quelque chose à la poubelle et on l'a récupéré pour tester ensuite l'ADN. Et les trois vont revenir avec aucun match, c'est pas du tout un match avec la morsure. Mais il restait l'ADN d'une seule femme qui avait vu Sherry pas mal de fois avant sa mort, Stéphanie. Mais Stéphanie, c'est pas n'importe qui, c'est une policière respectée. On peut pas lui demander de l'ADN comme ça en fait. Les policiers qui sont sur l'affaire, donc Jim Nuttall particulièrement, donc l'inspecteur qui gère l'affaire, ses bureaux sont vraiment pas loin de ceux de Stéphanie. Il va devoir vraiment rester discret. Donc ils vont lui donner un nom de code. Ils vont l'appeler numéro 5 pour que personne ne sache qu'ils sont en train de parler d'elle. Les détectives vont s'intéresser à la vie et à la carrière de Stéphanie pour en apprendre un peu plus sur elle. Ils se rendent compte qu'à l'époque, beaucoup, voire même la majorité d'agents du LAPD choisissent un calibre 38 comme deuxième arme. En gros, c'est l'arme qu'ils ont le droit de prendre avec eux chez eux, etc. Et c'est littéralement l'arme que Stéphanie avait choisie. Mais ce qui est bizarre, c'est que Stéphanie, elle va déclarer son arme volée 13 jours après le meurtre et elle le déclare volée dans une autre ville. Donc à ce moment-là, les détectives ont peur que Stéphanie ait jeté l'arme dans la mer. Ça aurait ensuite rendu les choses assez compliquées pour la relier directement au crime, puisqu'il aurait quand même fallu des preuves. Si elle avait jeté l'arme dans l'océan, on aurait pu manquer d'ADN. En tout cas, par expérience, les détectives en charge de l'affaire se disent que si Stéphanie a vraiment tué Sherry, elle l'aurait tuée pendant un jour où elle travaillait pas. Et on se rend compte que le jour du meurtre, Stéphanie était en arrêt de plusieurs jours. Et en tant que policière, ça aurait pas été compliqué pour elle de faire passer la scène de crime pour un cambriolage.
Les détectives vont attendre qu'elle aille manger au resto avec son enfant et qu'elle jette un truc à la poubelle pour le récupérer dans la poubelle pour ensuite récupérer l'ADN et le tester. Et là, c'est un match. La morsure correspond bien à l'ADN de Stéphanie. Ils font ensuite remonter tout ça à 2 détectives qui ne connaissent pas personnellement Stéphanie. C'est vraiment important parce que jusque là, toutes les personnes en rapport avec la police qui connaissaient Stéphanie ont fait tout pour la protéger, donc il fallait vraiment quelqu'un qui soit neutre. On veut pas faire d'arrestation musclée sachant qu'elle est armée, on a peur qu'elle riposte ou autre. Donc on va utiliser un stratagème assez drôle. En gros, les policiers vont aller la voir et ils vont lui dire qu'ils ont une affaire en rapport avec des œuvres d'art volées, donc c'est en rapport avec son travail à elle, et on va lui demander de l'aide pour interroger un suspect. Au final, quand on va la descendre à la salle d'interrogatoire, on va lui retirer son arme, etc. C'est elle qu'on va questionner. On va la questionner sur sa relation avec John, sur Sherry, sur plein de choses. Donc l'interview est disponible sur YouTube, je vous la mettrai en description. Dans l'interview, elle fera beaucoup de grimaces que je trouve assez drôles. Elle est comme ça. Pendant toute la vidéo, on lui demandera si elle connaît Sherry, vaguement, de nom, puis au final elle va dire je me suis peut-être battue avec elle une fois. Enfin, tout ce qu'elle dit c'est assez incohérent, mais en gros on lui fait croire que c'est pas vraiment un interrogatoire et qu'elle est libre de partir à n'importe quel moment, alors qu'en réalité quand elle décidera de partir, elle sera encerclée par des policiers et arrêtée, parce qu'à ce moment là on a assez de preuves contre elle. D'ailleurs elle parle énormément, alors que elle aurait juste pu ne pas répondre et dire je veux un avocat, mais elle a parlé énormément et elle s'est vraiment mise dans la mouise. Elle a seulement demandé un avocat au moment où elle a demandé de l'ADN, elle voulait pas donner d'ADN, mais bon de toute façon on avait déjà son ADN. En fait c'est vraiment son corps qui a répondu, c'est son instinct de survie. C'était soit elle courait ou soit elle se battait, et elle a décidé de se battre, mais elle s'est mal battue parce qu'elle s'est juste enfoncée. Quelques jours après, elle est arrêtée et accusée pour meurtre et son bound est à 10 millions de dollars, ce qui est énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bound, en gros c'est, imaginons que tu es arrêté, tu peux payer une certaine somme pour sortir de prison en attendant ton jugement. Elle, on l'a mis à 10 millions pour être sûr que personne ne puisse le payer, sachant que son mari est un policier, qu'elle-même était policière, on avait peur qu'elle organise un plan d'évasion ou autre. On retrouve son historique d'il y a 10 ans, ouais elle avait encore son ordinateur d'il y a 10 ans. Et on voit qu'elle a fait énormément de recherches sur John. Donc ça veut dire que des années après, elle était encore en train de faire des recherches sur lui. Et pareil, il y avait énormément de mentions de John dans son journal intime. Les collègues de Stéphanie étaient quand même assez choqués, même si il y en a certains qui lui donnaient des petits surnoms un petit peu méchants, parce qu'elle était un petit peu décrite comme un tyran. On sait pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là avec Stéphanie et Sherry, parce que Stéphanie, elle, jusqu'au bout, elle va dire qu'elle est innocente. Mais on peut deviner. Elle est certainement rentrée par effraction parce qu'en fait elle se vantait d'avoir acheté du matériel pour crocheter les portes. Et on retrouve plusieurs matériels chez elle. Qu'est-ce que je raconte? Plusieurs manuels qui expliquent comment crocheter des portes. Elle s'est battue avec Sherry et elle a fini par lui tirer dessus. Et ensuite, après lui avoir tiré dessus et après qu'elle soit morte, c'est là qu'elle l'a mordu. Donc c'est assez bizarre. Et Stéphanie n'avait aucun alibi, donc on sait que c'est elle. Il y a eu un énorme mauvais travail de la police. Le père de Sherry va porter plainte contre la police à ce moment-là. Et ça ne va aboutir à rien puisqu'il y a une loi qui fait qu'en gros on peut pas se retourner contre la police pour des affaires qui datent à l'époque. Mais c'est quand même assez injuste. En tout cas, j'ai une énorme pensée pour Sherry et pour sa famille. J'espère qu'aujourd'hui ils vont mieux, ils sont en paix, pareil pour Sherry. Et j'espère que cette affaire vous aura plu, je la trouve moi super intéressante. Stéphanie est une vraie tarée. Si vous en voulez plus, n'oubliez pas de liker moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Quelle affaire voudrais-tu voir ensuite? Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour rien louper et je te fais des bisous.